Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler du prétérit be, ing. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques petites informations concernant ce prétérit be ing. La première chose à savoir, c'est déjà comment il se construit. Alors si vous avez pu regarder ma vidéo sur le présent be ing, normalement, je pense que vous avez une petite idée de comment il se construit. Alors, comme pour le présent be ing, c'est tout simple. On va utiliser l'auxiliaire be, que l'on va mettre cette fois-ci au prétérit simple, parce que, évidemment, si c'est du prétérit be ing, on va pas laisser le be au présent. Ça me paraît logique. Et ensuite, c'est comme pour le présent be ing, vous allez avoir le verbe, et à la fin du verbe, vous aurez la terminaison en ing. Voilà, c'est pas plus compliqué. En gros, c'est du présent be ing au passé, donc du prétérit be ing. L'auxiliaire be ou le verbe be même est irrégulier, ce qui fait que au prétérit, il ne va pas se construire comme tous les autres verbes réguliers au prétérit, c'est-à-dire on va pas mettre ed à la fin. Sinon, ça ferait un truc genre un truc, voilà, ce serait bizarre. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Et si on mettait juste un D après le E, ça ferait bed, enfin bref. C'est pas très naturel et c'est pas ça du tout. Du coup, le be au prétérit, c'est tout simple. En gros, pour tout ce qui est singulier, ça va être was. Donc vous allez avoir I was, he, she, it was. Et pour tout le reste, c'est were. Même pour you, parce que je vous le rappelle, you, ça comprend tu, ça comprend vous, ça comprend plusieurs personnes, enfin voilà. Donc du coup, avec you, il y aura toujours were. Donc voilà, faut juste faire un petit peu attention à ça, mais c'est un peu comme le be aussi au présent, qui est aussi irrégulier et qui va avoir des formes différentes selon de qui on parle, ou qui parle. Alors, deuxième partie de cette vidéo, maintenant je vais vous parler des valeurs du prétérit be ing. Vous allez voir, il n'y a rien de trop compliqué et ça se relie beaucoup avec le présent be ing. Donc premièrement, et c'est vraiment la valeur fondamentale et de base en fait du be ing, c'est cette valeur-là qui va revenir le plus souvent en fait quand vous allez rencontrer le be ing, même s'il n'y a pas que celle-là. On va utiliser le prétérit avec du ing pour parler d'une action en cours, mais cette fois-ci dans le passé. Comme pour le présent, c'était une action en cours dans le présent, là c'est une action en cours dans le passé. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire, ou vous demander, ou demander à quelqu'un « What were you doing yesterday ?» Qu'est-ce que tu faisais hier? Et moi, je pourrais très bien vous répondre en vous disant I was working on a new project. Donc déjà, on en retrouve le be ing dans la question. What were you doing? Donc avec l'auxiliaire be, avec were, parce qu'il y a le pronom personnel you, et vous avez le verbe do avec ing à la fin, donc doing. Et dans ma réponse, forcément, comme c'était quelque chose que j'étais en train de faire hier, donc une action en cours mais dans le passé, forcément, j'ai utilisé le prétérit be ing. En fait, si vous voulez, pour l'action en cours, c'est vraiment on saisit le moment duquel on est en train de parler. C'est pas comme le prétérit simple où on prend l'action globale. C'est vraiment la même nuance qu'entre le présent simple et le présent be ing en fait. Le présent simple qui englobe de manière générale, qui parle des choses de manière générale, sans état d'âme, sans émotion, sans action qui est en cours en fait, sans prendre un procès dans son déroulement. Et pour le prétérit simple et le prétérit be ing, c'est les mêmes différences en fait. C'est pour ça que si vous avez bien compris comment ça fonctionne déjà au présent, normalement vous allez bien comprendre comment ça se passe aussi au passé. Ensuite, de nouveaux points communs avec le présent be ing, c'est quand on le retrouve avec l'adverbe always. Comme pour le présent be ing, quand on retrouve cet adverbe plus le prétérit en ing, normalement c'est pour parler d'un événement qui est soit surprenant, soit irritant, soit imprévu. Donc par exemple, si je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu irritant sur quelqu'un, une personne que je connais, que j'aime bien, mais voilà, des fois ce qu'elle fait c'est un petit peu chiant, je vous dirais She was always doing things very slowly. Elle est à 2 à l'heure, quoi, 2 de tension la meuf. Hein. Donc voilà comment on pourrait, si on voulait parler de quelque chose que quelqu'un faisait dans le passé, eh ben on utilise aussi cette forme avec l'adverbe always qui vraiment souligne le fait que ça nous irritait au moment où ça se déroulait. Hein. Et pour parler de quelque chose qu'on peut catégoriser de surprenant, parce que voilà, on n'a pas l'habitude de ça avec d'autres personnes par exemple, je pourrais très bien vous dire He was always smiling. En fait le ing, dans tous ces cas de figure là, donc quand c'est surprenant, irritant, imprévu, donc avec l'adverbe always, le ing va servir à souligner. C'est comme pour le présent be ing, le ing, que ce soit au présent ou au prétérit, c'est toujours en dehors du fait que c'est pour parler d'une action en cours, pour souligner quelque chose en particulier, pour insister sur un point, pour insister sur quelque chose qu'on ressent, pour émettre un jugement et pour donner son avis sur quelque chose et pas juste donner les faits de manière brute en fait. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit avec le présent be ing, ça rajoute du sentiment, ça rajoute quelque chose de personnel en fait. C'est pas juste on énonce les faits de manière brute. Il n'y a pas de neutralité en fait avec
avec le BNG, vraiment vous donnez votre avis. Ensuite, on va retrouver le présent BNG dans quelque chose qui est assez logique finalement. C'est quand il y a en fait deux prétérites qui se suivent et que du coup on va vouloir différencier ces deux prétérites dans une même phrase. Je m'explique. Imaginez que vous avez une action qui est en cours dans le passé, donc vous utilisez le prétérit BING. Ce prétérit BING, en fait, ça va être le cadre de votre histoire, de l'action dont vous êtes en train de parler. Mais dans cette action, imaginez qu'il se passe quelque chose d'autre en même temps. Vous ne pouvez pas utiliser le prétérit BNG plus du prétérit BNG. Donc si vous avez un contexte en prétérit BNG, ce qui suit, pour contraster avec ce prétérit là, il sera en prétérit simple. Donc par exemple, si je vous donne la phrase « While I was eating my piece of cake », donc ça c'est mon cadre, c'est l'action qui est en train de se dérouler, « He knocked at the door ». Pendant que j'étais en train de manger ma part de gâteau, ça c'est mon cadre, c'est l'histoire de base, c'est l'action qui est en cours. À l'intérieur de cette action, il se passe quelque chose d'autre qui est « il frappe à ma porte ». En l'occurrence, il frappait à ma porte. Vous voyez un petit peu? Donc en français, on utiliserait du coup l'imparfait, qui d'ailleurs est très récurrent pour traduire le prétérit BNG. On va beaucoup utiliser l'imparfait, tandis que pour contraster, du coup, on va utiliser le passé simple. Donc vous voyez, il y a un petit peu le même processus en français, même si ça n'a pas le même nom, que nous, c'est vraiment l'imparfait et le passé simple, mais passé simple peut vous faire penser à prétérit simple. Donc voilà, pour traduire, ou si jamais vous savez pas comment le traduire juste dans votre tête, vous pouvez vous dire, en français, je sais que le prétérit BNG, ça va être de l'imparfait, ce qui semble logique même à l'oreille en fait. Et pour le prétérit qui suit, il va falloir qu'il ce soit un prétérit simple parce que en français aussi, j'ai du passé simple. Donc comme il y a simple dans les deux appellations, peut-être que vous pouvez faire une espèce de... Voilà, raccrocher un petit peu les deux. Donc cette troisième partie, en fait, cette troisième valeur est un petit peu plus complexe quand on n'a pas trop l'habitude, mais en réalité, quand on le transpose dans notre langue, pour une fois, ça colle plus ou moins de la même façon, en fait, voilà. Je dis pas que ça fonctionne à tous les coups, parce que voilà, les traductions pour les temps, en fait, pour les temps, pour la conjugaison, du français en anglais ou de l'anglais au français, c'est pas toujours concordant. Il n'y a pas toujours quelque chose qui est forcément logique. Je vous dirai jamais d'ailleurs, et c'est pour ça que je ne dis pas forcément dans mes vidéos de comment on traduit en français, même si ça pourrait vous être utile, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas en fait une règle unique pour ça. Ça dépend vraiment du contexte, ça dépend vraiment du point de vue, ça dépend vraiment de ce qui est en train de se dérouler, ça dépend de plein de choses. Et comme en France, enfin dans le langage français et dans le langage anglais, on n'a pas forcément la même vision des choses et de ce qui est en train de se passer, forcément, si je vous dis une règle et qu'en fait ça s'applique pas tout le temps, vous allez au bout d'un moment vous tromper. Mais en l'occurrence, c'est vrai que pour le prétérit BNG, si vous voulez le traduire en français, très souvent, mais je préfère vous dire très souvent que toujours, mais très souvent, et on va dire 95% du temps, c'est de l'imparfait. Parce que l'imparfait, en fait, tout simplement en français, ça aide à décrire une action, pour ce côté narratif, en fait, qu'il y a dans les romans. Donc voilà, j'en ai fini avec ces deux vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez n'importe quelle question par rapport au prétérit BNG, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, toujours le vendredi, à 18 h. Bye bye!